Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. On a connu les bas-fonds après jeudi soir et ce numéro eh bien, compliqué à faire après Ferencvaros. Et là, on retrouve un peu des couleurs comme l'OGC Nice avec cette victoire lors du derby azuréen 2 buts à 1 contre l'AS Monaco. Ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu de victoire à domicile et Nice a mis fin à cette série. On va revenir en long et en large sur cette rencontre avec les différents faits de jeu, les performances individuelles et surtout voilà, fêter cette troisième victoire de la saison. L'OGC Nice a 13 points et situé eh bien, 8e place du championnat. Et puis surtout, relève la tête après cette contre-performance de jeudi soir. Pas mal de positifs à dire sur cette rencontre. Ça fait du bien aussi d'avoir retrouvé des couleurs, avoir retrouvé des valeurs et des vertus qu'on avait perdues sur le dernier match. Mais là, on ne peut pas nier le fait que la victoire, elle est méritée, même si voilà, il y a eu quand même des circonstances un peu favorables. On reviendra dessus pour l'OGC Nice. Les invités du jour pour parler de cette victoire. Romain, déjà qui est présent. Je te réveille, Romain. Salut. Pas du tout, pas du tout. J'étais en train vu que c'est une heure un petit peu matinale, le lundi, etc. J'ai deux, 11h40, je trois précise, clients hein, qui. heure d'enregistrement. Non, mais parce que j'ai deux, trois clients qui m'ont envoyé un texto. Donc, mais je t'écoutais d'une oreille attentive, de l'autre, hein, parce que c'est là où j'entends. Mais sinon, ça va très bien, ça va très bien. Un plaisir de te voir à l'écran comme très souvent. Et très plaisir aussi de voir la tête juvénile de ce jeune Fabio. Voilà. Qui est Effectivement, très très réseau et que j'aime beaucoup. Effectivement, alors aujourd'hui, vous connaissiez la charnière il y a quelques années sous Lucien Favre, Dante Malansar. On va souhaiter une meilleure carrière sur Twitter pour Fabio, que vous connaissez si vous suivez bien la communauté l'OGC sur Twitter, c'est Fabio de Nissa et Basta. Salut Fabio, comment tu vas? Salut, ça va très bien. Après un derby gagné, ça va toujours bien. Puis voilà, très content d'être ici pour ma première, hein. Écoute. Donc, vous me confirmez tous les deux que vous étiez au stade hier soir? Oui. Ok, ok, ok. Ouais, je te le confirme. Ok, ok. Donc déjà, messieurs, peut-être votre ressenti un peu stade. Voilà, il y avait ce tifo aussi mettant en avant cette amitié entre supporters de l'Inter Milan et supporters de l'OGC Nice. La Pop Sud qui a encore répondu présent une nouvelle fois avec un tifo eh bien, assez original, qu'on a peu vu. Je me demande si c'est pas la première fois qu'on a vu ce type de tifo à l'Alliance. Déjà, peut-être, Fabio, comment tu as trouvé l'ambiance 29-30 000, 30 000 supporters. C'était quoi ton ressenti stade, toi qui vas régulièrement quand même à l'Alliance depuis le début de saison? Écoute, franchement, très bonne ambiance. Un peu poussif quand on a commencé à se faire bouger, mais dès qu'on a marqué, puis le carton rouge, toute la seconde mi-temps, franchement, c'était top. Puis globalement, depuis le début de saison, l'ambiance, elle est bien, donc très content. Romain, on attendait justement une certaine voilà, une continuité aussi dans les prestations. On ne peut pas dire pour autant que ce soit le cas, mais alors les supporters et la Brigade Sud depuis plusieurs semaines enchaînent les tifos et enchaînent aussi les bonnes ambiances. Ouais, qu'est-ce que tu en as pensé toi de ton côté? Ouais, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Au bout d'un moment, il y avait le qui nous sommes, il a bien bien résonné. Et par contre, le tifo, c'est vrai que moi, d'où j'étais placé, j'ai rien compris au tifo. Et parce qu'en fait, j'étais un peu décalé. Enfin, moi, je suis à côté de la brigade, dans le centre de virage, là. Et, et du coup, de mon côté, en fait, on voyait, enfin, on s'est dit, putain, mais en fait, ils se sont foirés total, quoi. Et après, c'est en rentrant, quand j'ai vu sur les réseaux le tifo, putain, il est fabuleux, le tifo. Donc, non, belle masterclass. Il y a une belle évolution au niveau des tifos, parce que Mm. je me rappelle de trois tifos qui avaient du mal un peu à sortir. Mais là, c'était rigolo parce que, pour toi qui n'étais pas au stade, mais en fait, la pop, elle avait demandé à ce que tout le monde respecte son siège. Et donc les deux anneaux étaient bien remplis, etc. Le tifo a pu être bien fait, enfin bref. Et bon, même s'il était qu'au deuxième anneau, mais en tout cas. Et dès que le tifo il est parti, il y a,
tous ceux du premier anneau, ils sont montés au deuxième anneau. Et ça, franchement, je trouve ça trop dommage. Parce que ça, on dirait que le premier anneau, il est vide, mais en fait, il est plein. Mais ce qu'il y a, c'est que tout le monde monte au deuxième anneau avec la populaire. Et je trouve ça dommage, parce que ça fait un effet un peu, bah voilà, vide, Hmm. alors qu'à la base, le premier anneau est censé être très souvent rempli, mais tout le monde monte dans au-dessus avec la pop, et bah, je trouve ça un peu dommage. Voilà. Mis à part ça, on a quand même eh bien, le loisir d'assister à une belle rencontre, hein. Je pense même qu'un supporter lambda a pris un certain plaisir à regarder ce match. C'était un derby avec de l'intensité, des rebondissements, puis voilà, des faits de jeu sur lesquels nous allons revenir. Déjà, commençons par Franck Hez. On avait commencé l'émission de Ferencváros justement par sa conférence de presse d'après-match. Là, il parlait justement en avant-match des différences entre son Lens et son OGC Nice, en parlant d'un manque de régularité dans l'intensité au cours de toute une rencontre, dû à une sorte de blocage mental. Je vous la fais courte, mais vous retrouverez ça sur les plateformes notamment de Beansport. Blocage mental, voilà, c'est quelque chose qu'on questionne. Fabio, t'en penses quoi, toi, réellement? Est-ce que après, après ce match, forcément, tu es un peu rassuré par rapport à l'adhésion et par rapport aux capacités de cette équipe, où voilà, la régularité des performances et la saison dans sa globalité va donner un aperçu positif ou négatif sur cette adhésion-là. Euh, D'abord, je pense que pour avoir une régularité comme il avait avec Lens, ça prend pas 6 mois. Donc déjà, je pense que toute cette saison, elle va être relativement irrégulière. Et c'est à partir de la saison prochaine, si Monsieur Hez est encore là, j'espère, on va commencer à avoir des performances, voilà, bien droites, toujours, toujours avec la même envie, les mêmes principes. Mais c'est pas tant mental, je pense, c'est surtout physique. Parce qu'à chaque fois, on sent les joueurs un peu cramés. Je sais pas c'est à quoi c'est dû. Mais moi, en tout cas, personnellement, c'est mon avis et c'est mon ressenti. Je les trouve tout le temps fatigués. Après la première mi-temps, ils sont toujours morts. Donc c'est une chose sur laquelle je me questionne parce que bon, c'est pas trop normal d'être fatigué à la 60e minute, malgré que le système de aise il est très énergivore. Surtout que là, finalement, Romain, la physionomie du match, alors certes, il y a cette expulsion qui te facilite un peu la rencontre, mais tu sors d'une première mi-temps où tu es clairement en dessous. Monaco fait une très très bonne première, et en deuxième mi-temps, tu augmentes un peu le curseur, donc finalement, tu termines très très bien la rencontre, que tu n'avais pas forcément démarré. Est-ce que tu rejoins Fabio sur le fait que ce soit physique, ou il y a peut-être autre chose qui se joue derrière, avec voilà, une volonté peut-être de se faire un peu plus mal dans la continuité? Après, c'est bizarre, parce que c'est des choses qui reviennent de saison en saison, que le groupe, au niveau mental, c'est pas tout à fait ça. Donc, on avait dit que le fait de changer quelques joueurs, de casser un cycle, ça ferait du bien. Donc, je sais pas si c'est mental ou vraiment physique. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a enfin un entraîneur qui le pointe du doigt lors d'une conférence de presse, et pas en fin de saison quand ça va moins bien, mais dès le début de saison. Donc, après, il y a certains mecs, moi, du stade et même à la télé, ça triche pas, quoi. Guessant, 75e, 80e, il était mais mort, mais il avait des raisons d'être mort. Il est allé jusqu'au bout du bout. Et je pense que le fait de les piquer un petit peu comme ça va leur remettre peut-être les idées un petit peu à l'endroit. Mais maintenant, c'est vrai que ouais, le système, il est très énergivore. Et on va redire encore la même chose. Mais pour moi, ne pas pouvoir faire de changement dans ton milieu de terrain, et c'est problématique, parce que c'est le cœur enfin, c'est le poumon, quoi. Et c'est le poumon de ton équipe. Et c'est vrai que 90 minutes à ce rythme, en ayant eu 48 heures de moins hein, que Monaco de récup, c'est quand même, voilà, c'est quand même chaud. Donc, moi, je suis agréablement surpris, même si on a été en supériorité numérique de la deuxième mi-temps.
et de l'énergie qu'on a pu mettre à la récupération, dans les remontées de balles, etc. Et je l'ai trouvée très intéressante. Mais, euh, mais voilà, après j'espère que les mecs qui vont être au diapason pendant 90 minutes, ce serait bien, parce que depuis le début de la saison, on n'a jamais vu 90 minutes à une grosse intensité. Donc, qu'il y ait des mous, oui. Qu'il y ait une mi-temps de mou, ça fait beaucoup. Effectivement, précisons quand même que Monaco était jusqu'à présent invaincu, tout comme City. Ça sortait également d'un match en Ligue des Champions gagné mardi soir 5-1 contre l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est voilà, une saison qui s'apparente aussi à celle de 2016-2017 où Monaco avait, je vais pas dire créé la surprise, mais avait remporté le championnat devant le Paris Saint-Germain. Mais si on va prendre les choses chronologiquement, déjà rapidement sur la composition, avec un retour qui a fait énormément plaisir, de par le niveau déjà, mais surtout par l'envie, la détermination, c'est celui de Melvin Barr dans une défense à 3 qui prenait un peu le poste de Dante qui était blessé sur ce match-là. Ali Abdi maintenu dans ce rôle de piston gauche. Et puis bah, forcément l'avalanche de blessures qui continue avec Klose qui a été ménagé. Alors il ne semble pas que ce soit une blessure grave, une douleur à l'adducteur. Remplacé poste pour poste par Tom Louchet. Fabio, ce rôle occupé par Melvin Barr, on l'avait déjà vu aussi en deuxième mi-temps contre l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu l'as trouvé dans ce rôle-là? euh, avait parlé en conférence de presse de sa capacité à jouer sous pression, de son bon pied aussi. Il a failli justement délivrer une passe décisive à Evan Guessant en première mi-temps. Deuxième mi-temps, j'ai plus la minute en tête. Comment est-ce que tu as trouvé son match et celui d'Ali Abdi, voilà ce couloir gauche? Bah, globalement, je trouve la connexion entre les deux a marché bien parce que c'est deux habitués du poste de piston gauche, donc ils peuvent, en cas de galère, alterner. Et puis même pour parler de Bard, déjà ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu et il revient pour un derby, match grosse intensité. Franchement, il a répondu présent à un poste qui est pas forcément le sien. Non, franchement, il a été bon, mais j'ai été surpris aussi parce que ça changeait de Dante. Que Dante, c'est un profil plutôt lent, plutôt dans l'anticipation. Bard, il est plus dans la réaction, mais dans l'anticipation aussi. Donc, il est moins bon que Dante dans tout ce qui est anticipation, mais il peut compenser avec sa vitesse et tout ça. Bon, après, on l'a vu un peu en difficulté quand il a fait la main, là, on en parlera plus tard peut-être. Mais sinon, très bon match de sa part. Et Abdi, moi, c'est mon nouveau chouchou, je pense, parce que il arrive de nulle part, enfin de Caen, bon, Caen sans manquer de respect, hein, mais Caen, c'est pas là, quoi. Et puis, il nous sort des prestations comme ça depuis qu'il est arrivé. Déjà, sa première entrée à Marseille, c'était encourageant. Il aurait pu avoir un péno et faire une belle passe D, je crois, si mon coco il tirait pas à côté. Mais voilà, Diabdi et Melvin Bard, je pense une belle alchimie qui se crée. Romain, barre quand même coupable aussi d'un alignement douteux. Il me semble que c'est sur le but refusé. Il me semble que c'est lui qui fait l'alignement ou j'ai un doute. J'ai un doute. Je sais plus si c'est Je pense le que ça c'est sur le but ça de capte d'Embolo. vraiment, hein. Ah, sur le but d'Embolo. Ouais, c'est sur l'alignement, sur le but d'Embolo. On sent quand même qu'il n'a pas Hmm. les repères du poste. Alors que peut-être Dante à ce moment-là aurait fait ce pas d'avance pour mettre le Monégasque hors jeu. Comment est-ce que tu as trouvé justement son retour dans le 11? Il fait 90 minutes. Il a concédé être fatigué après la première mi-temps. Mais ça fait plaisir de le revoir dans le 11. Ah, c'est clair. Après, pour reparler de l'alignement, c'est sûr que c'était pas l'alignement du Barça contre le Real. Pour petit ref, parce que j'ai vu le match, c'était assez impressionnant. Mais non, non, moi j'ai bien aimé, tu vois, dans un poste qui n'est pas le sien à la base. Je sais que Aise le testait de temps en temps à ce poste-là. Parce que, bah, comme il l'a dit en conférence de presse, il veut un gaucher dans l'axe gauche, axe gauche, ouais, dans les trois centraux à gauche. Il veut un gaucher.
Donc, j'ai bien aimé, parce que comme disait Fabio, c'est un profil différent de Dante, bien évidemment. Mais par contre, voilà, défensivement, il est rugueux, il est tonique, même si en fin de match, il m'a fait très très peur sur un contrôle où je me suis dit, putain, si le Monégasque qui prend le ballon, il va droit au but, quoi. Mais sinon, non, je l'ai trouvé très solide. Et écoute, franchement, si ça peut faire une alternative à Dante, parce que quand on voit le niveau qu'a Abdi, couloir gauche, je pense que ouais, enfin, c'est sympa d'avoir deux joueurs à ce niveau-là à gauche, quand on sait les manques qu'on a eus pendant quelques années. Mais non, non, c'est très encourageant de le voir. Moi, je trouvais que c'était une prestation solide. Et pour un mec qui n'est pas habitué au poste, on ne peut pas lui demander d'être dans la perfection. Mais en tout cas, on était quand même dans un très bon match pour Euh, sa part. Également, le positionnement de Melvin Barr, c'est un choix fait par S de se passer des services de Antoine Mendy qui avait été quand même en difficulté jeudi soir. Et Fabio, j'aimerais quand même avoir ton ressenti sur ce choix-là et surtout la rentrée de Mendy. Est-ce que pour toi, finalement, au vu de sa belle rentrée, au vu des quelques matchs références qu'il a eu sous Didier Digard, notamment à ce poste de piston droit, est-ce que Mendy, dans l'esprit, est plus à l'aise dans ce rôle-là de piston droit ou tu le vois quand même plus s'installer dans cette défense à 3 et tenter voilà, de progresser et d'être dans un cercle un peu plus vertueux? Bah, honnêtement, même s'il n'a pas été à son aise, je le préfère dans la défense à 3 parce que techniquement, c'est poussif. Il a un peu de mal, je trouve, à dribbler et tout ça. Donc hier, ça allait, quand du deux balles, tout ça, ça allait parce que les Monégasques, ils étaient très fatigués. Ils montaient pas forcément sur lui. Donc il avait plus de temps pour se préparer un petit geste, un petit crochet, une petite passe. Mais non, sinon, je le préfère vraiment dans l'axe. Et puis au pire, dans l'axe, s'il a quelques manquements, il y a toujours le guerrier Moïse Bombito qui peut rattraper. Mais non, piste en droit, je suis pas convaincu. Romain, tu avais souligné à chaque fois qu'on mentionne Antoine Mendy ces quelques carences techniques. Tu en penses quoi? Moi, j'en pense que c'est compliqué quand même, parce que dans l'axe, ouais, il t'a fait un bon match à Nantes, mais il sortait avant ça d'un match à top juste avant. Après, en Coupe d'Europe, ça a été très compliqué. J'ai envie de te dire que sa rentrée, j'ai bien aimé parce qu'il a mis de l'intensité, de l'impact, etc. Après, à savoir où il est le mieux, euh, c'est... Bon, après, je préfère Mendy que Louché à droite. Moi, Louché, j'ai beaucoup de mal. Ah Même bah, quand il est après le match dans le d'hier, t'es dur. milieu. De quoi? De Ouais, ça. Louché? Louché, Il était bon il quand a fait même. son match hier, hein. Ah ouais? Ah, ah ouais, je sais pas kiffé. Non. Non, non, après, c'est le ressenti que j'ai eu. Après, je me suis fait peut-être une fausse idée en début de match. Je l'ai trouvé vachement en difficulté dans ses replacements et tout. Mais peut-être qu'après, ça a été mieux, mais je suis resté sur cette image. Et moi, je le trouve trop frêle, Hmm. trop. Et c'est vrai que Mendy, dans ce poste, je le trouve costaud, je le trouve. Mais après, voilà, je suis pas emballé par les deux. Donc, Mendy, que ça soit dans l'axe ou sur un côté, je suis pas. Ouais, en tant que gros dépannage, voilà, ça peut être très bien. Mais après, ouais, voilà, moi, et de toute manière, je l'ai déjà dit ici. Quand il fait des belles prestations, je suis le premier à le dire. Mais je trouve que bah voilà, c'est quand même rare. Certes, c'est un jeune joueur, mais qui commence à avoir du temps de jeu en Ligue 1. Donc, et pour l'instant, je ne suis pas conquis. Donc, moi, à chaque fois qu'il sera titulaire sur la feuille de match, bah, j'aurai une petite peur. Voilà. Bah, Après, voilà. moi justement, alors je vais paraphraser Franquès qui parlait notamment de la polyvalence de Melvin Barr. On sent que voilà, même pour Mohamed Ali Chaud, il y a une volonté aussi de donner la possibilité à plusieurs joueurs d'être utiles à différents postes. Là, dans les circonstances actuelles, j'ai l'impression que Mendy est plus à l'aise
dans ce rôle de piston droit parce que justement, il a peut-être des carences techniques qui sont beaucoup plus visibles dans cette défense à 3. Et puis, mine de rien, il a une belle qualité de vitesse. Et puis, il a une carcasse physique qui lui permet quand même de facilement passer l'épaule. Et dans un rôle un peu d'entrant qui vient justement faire mal dans ses débordements, je trouve pas ça déconnant, mais effectivement, euh, bon, C'est ce qui... est-ce que dans l'esprit de Hez, tu vois, c'est un piston droit, je suis pas sûr. Je pense que Hez voit qu'il Non, est je en pense pas non difficulté plus. et il fait comme il peut, quoi. Mais tu vois, piston droit, quand tu fais une connerie, ça se voit beaucoup moins, parce que Exactement. t'as le, t'as le défenseur axe droit qui va pouvoir rattraper, et au pire, t'as Bombito qui peut encore, enfin, t'as deux lames derrière, quoi. Et c'est vrai, comme tu dis, il a des qualités de vitesse. Physiquement, il est quand même, ouais, c'est une belle masse. Donc, ouais, mais après, on sait, après, voilà, c'est encore un jeune joueur, peut-être que ça va, il va progresser au fur et à mesure. Mais c'est vrai que pour lui, en tout cas, pour son évolution, il vaut mieux qu'il soit installé à un poste, quoi. Après, certes, il peut dépanner couloir droit, mais si vraiment il veut être dans l'axe, c'est bien qu'il ait du temps de jeu dans l'axe et qu'il ne soit pas baladé un peu entre axe et piston droit. Que ça te fasse pas une Malansar acte 2 Voilà, exactement. où très jeune, Exactement. il a été voilà, enfin, téléporté un peu dans ce poste de latéral gauche qui a, Mm. je pense, freiné sa progression dans l'axe. Fabio Romain parlait de Tom Louchet. Alors, moi, j'ai quand même trouvé. Alors, j'étais le premier à dire qu'il était en difficulté sur ses matchs, notamment ses titularisations en Coupe d'Europe. Là, c'était sa première titularisation en Ligue 1, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, l'un des premiers matchs qu'il démarre dans ce poste de piston droit, le poste normalement où il est censé doubler Jonathan Klaus, hein, ça a été présenté comme ça. Comment est-ce que tu l'as trouvé? On sait que l'année dernière, il avait été aussi très bon dans un poste différent lors d'un même Nice-Monaco. Moi, j'ai quand même l'impression d'avoir vu, pour l'instant, son match le plus accompli, son match référent cette saison. Non, oui, moi je l'ai trouvé bon hier. Après, c'est vrai, il a raison vraiment quand il dit qu'il était un peu en difficulté au début. Et après, comme toute l'équipe, voilà, toute l'équipe au début, c'était pas ça. Mais le problème avec Louchet, c'est que bah, il change de poste à tous les matchs, tu vois. Un coup piston gauche, un coup à droite, puis des fois il va se retrouver au milieu, tu sais pas trop pourquoi. Enfin, c'est un joueur que j'ai du mal enfin, je l'aime beaucoup, mais j'ai du mal à me projeter avec lui dans un potentiel futur titulaire, parce que je sais pas où je le vois en fait. Donc, même pour lui, je sais pas, ça doit être un peu, pas frustrant parce qu'il joue, mais ça doit être compliqué. À chaque match, il est obligé de changer de poste, il doit s'adapter tout le temps. Enfin, je sais pas. Après, c'est Farioli, notamment, il me semble, qui louait cette polyvalence. Donc, pourquoi pas? Mais pour l'instant, moi, j'aime beaucoup, mais j'ai du mal à me projeter avec lui. Ah, c'est vrai que la double paire au milieu de terrain ne favorise pas peut-être son, son incorporation dans le milieu de terrain là. Bon, Romain, peut-être un commentaire sur Loucher. Tu le vois où? Enfin, c'est un peu le même cas que Mendy finalement. Il a un bon pied, c'est clair, une bonne qualité de centre, on peut pas lui enlever. Mais c'est quoi son poste finalement à Loucher? Moi, je trouve que non, piston droit, c'est après, c'est comme le dit Fabio, au bout d'un moment, il faut qu'il trouve aussi ses repères. Parce que quand tu es baladé à droite, à gauche, et que tu n'as pas l'expérience de certains joueurs, comme peut l'avoir un Bar, où là, il a dépanné axe gauche, c'est sûr que c'est peut-être plus compliqué, surtout quand c'est ta première titularisation en Ligue 1. Donc, non, après, il n'a pas fait des matchs qu'il a pu. Enfin, je sais pas, j'ai encore un peu de mal. Hmm. Dans la vivacité, dans certaines choses, je sais pas. J'arrive pas à me projeter complètement, toucher, doublure de cloche. Voilà, ça m'emballe pas des masses, ça m'emballait plus, tu vois, Mendy, doublure dans les trois de l'axe à la base. Et voilà, moi je demande qu'à ce qu'il me fasse mentir. Moi, tu sais,
tant qu'après il est performant. Mais c'est vrai que sa prestation d'hier, certainement, je me suis plus focalisé sur sa première mi-temps où c'est vrai que beaucoup Hmm. ont été mauvais, mais enfin, pas à la hauteur du derby. Mais je sais pas, je l'ai trouvé plus en difficulté qu'un Abdi, par exemple. Mais bon, après, c'est pas la même chose, c'est sûr. C'est pas ils ont pas le même âge, ils ont pas la même expérience. Et après, c'est vrai que la seconde mi-temps, vu que tout le monde a aussi son niveau de jeu, je me suis pas focalisé sur Boucher. En même temps, si je me suis pas focalisé sur Boucher, c'est qu'il a pas fait de conneries non plus. C'est ça. Ouais, effectivement, donc tu parles, Romain, de cette première mi-temps qui a été à quasiment sens unique, hein. On est passé plusieurs fois proche de la correctionnelle avec, Fabio le disait tout à l'heure, des situations qui auraient pu être extrêmement défavorables en faveur de l'OGC Nice, notamment deux mains dans la surface qui auraient pu être sifflées, un but refusé pour 1 ou 2 centimètres. Euh, Fabio, on va pas cracher dans la soupe. On a souffert aussi des décisions arbitrales défavorables ces dernières saisons. C'était intervenu aussi l'année dernière lors d'un derby. Maintenant, bon, est-ce que pour autant on peut considérer que notre victoire est déloyale selon toi? Non, bah non, là, non. L'année dernière, personne n'avait rien dit. On s'était fait un peu entuber quand même. Personne n'avait rien dit. Là, cette année, je vois pas pourquoi on ferait, vu que c'est Nice, on va dire, ouais, non, c'est scandaleux. Après, je suis d'accord. L'arbitrage, il a été désastreux hier, hein. Il doit y avoir minimum un penalty. Le deuxième, la main de Boucher, je suis pas sûr. C'est un geste naturel, pourquoi pas. Mais la première de Bard, je vois pas comment il peut pas siffler, franchement. Et puis après, le carton rouge de Vanderson, il n'y a rien à dire. Ouais. Chaud, il a bien joué son rôle. Puis après, quoi, ouais, peut-être le but qu'on marque, c'est un coup franc qu'il n'y a pas. Le coup franc, il n'existe pas. J'ai vu le ralenti. Mais bon, après, ils avaient qu'à mieux défendre. Ils n'auraient pas pris le but. C'est bien quand ça va dans ce sens-là, parce que dans l'autre sens, on est Ah oui, enragé. dans l'autre sens, j'aurais pas dit. Ouais, non, mais après, je pense que le plus important, c'est de le reconnaître, de prendre ce qu'il y a à Ah prendre oui. et de se dire que ça peut nous retomber sur la figure dans quelques semaines. Et puis, on le saura. Romain, quelque chose d'important quand même dans cette première mi-temps. Bon, au-delà du fait qu'on a été dépassé, on est quand même revenu au score. Ça, c'est quand même une très bonne chose. Sur coup de pied arrêté, une autre bonne chose, ça arrive peu souvent. Et aussi, cette action, qui est peut-être l'action qui fait basculer la rencontre, c'est eh bien, ce vice, cette intelligence de Shaw, voilà, qui se frite un peu avec Vanderson et qui avoue voilà, qui savait qu'il avait un jeune déjà donné. On avait critiqué sur les dernières saisons le manque de personnalité, le manque de caractère. Mais là, Shaw, du haut de ses. Il a quel âge? Il a 20 ans, 21 ans. Arriver à avoir cette lucidité aussi et peser sur le match par cette décision arbitrale, ça fait plaisir, quoi. Finalement, de voir qu'on a des joueurs qui eh bien, essayent qui ne sont pas forcément meilleurs sportivement sur le match, mais qui essayent de gratter, essayent de faire pencher la balance par d'autres moyens. Ah, c'est sûr. D'ailleurs, sur l'action, Vanderson, il est bien con, hein. C'est c'est chaud quand même pour un joueur professionnel d'aller pousser un joueur au risque de se prendre un jaune sur rien que sur cette action. Il le pousse dans le dos alors qu'il n'a pas le ballon, il a rien. Enfin, déjà rien que ça, bientôt ça mérite un jaune. Donc, enfin, bref. Mais c'est vrai que bah, moi, perso, j'ai eu très peur au début de match parce que justement, Monaco, ils sont rentrés dans le match. Ils ont abordé le match comme un derby. Nous, non. Nous, on était dans fatigue, on se prenait des coups, on les rendait pas. Enfin bref, j'ai trouvé ouais, cette première mi-temps très terne au niveau de l'engagement, au niveau des Niçois. Mais c'est vrai que cette situation, ouais, je joue bien le coup. Et voilà, moi j'ai bien aimé aussi le Hmm. fait que toute l'équipe soit venue ouais,
dans la petite embrouille, quoi, Le on va dire. sprint d'Abdi Mais pour regagner mm, la mêlée, incroyable. ouais, j'adore. Ouais, ouais. Mais voilà, ça montre du caractère, ça montre une équipe soudée. Et même Eze, qui sort en conférence que bah voilà, ça fait partie du jeu. Et au bout d'un moment, quand il y a une embrouille comme ça, bah faut pas laisser son collègue tout seul. Et donc ça, j'ai bien aimé. Et je trouve que bah voilà, ça montre quand même d'un état d'esprit et d'une envie, enfin d'un groupe quand même assez solidaire. Mais c'est vrai que cet enchaînement du but de Guessant, carton rouge, ça fait du bien au moral. Et quand tu termines une première mi-temps comme ça, c'est le top. Mais, euh, mais voilà. Après, par contre, sur les pénaltys, moi, Barre, j'ai pas revu l'action, donc je pourrais pas dire. Mais par contre, sur Louché, parce que c'est vraiment en face de moi, à la base, enfin moi, de ce que je vois à vitesse réelle, il a vraiment la main collée. Et c'est vrai que quand le ballon touche la main, il y a l'écart de la main. Mais pour moi, il n'y a pas pénalty sur la main de Louché. Maintenant, Barre, je sais pas. J'ai pas revu. Ouais, après, c'est Mais au moins un des deux, quoi, tu siffles, hein. ah ouais. Ouais, je Bah, pense, Ouais. hein, enfin, finale de Coupe de France, c'est le même que Louché, hein, je vois pas de quoi tu veux de ce parler. que je vois. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, non, non, en tout cas, ouais, j'ai bien aimé cette réaction et de pas avoir la tête dans le dur, avoir cette réaction sur coup de pied arrêté, etc. C'est plutôt sympa. Et puis, on aurait pu ouvrir le score aussi quand même. Ouais, alors avant de parler de Jérémy Mm. Boga, non. Ouais, j'en dis pas plus. Ouais. L'égalisation de d'Evan Guessant, alors coup de pied arrêté super bien tiré par Ali Abdi déjà, qui nous montre aussi qu'il a cette capacité voilà, de pouvoir s'exprimer dans ce registre de jeu. Et puis Fabio, Evan Guessant qui vient confirmer aussi que c'est l'homme en forme du moment. J'ai parlé hier sur Twitter du meilleur joueur offensif, mais est-ce que tout simplement, à l'heure actuelle, c'est pas notre meilleur joueur total, cinquième but de la saison. Et puis des différences faites, surtout en première mi-temps, assez incroyables. Voilà, il peut en mettre, encore une fois, il peut en mettre deux ou trois sur la rencontre. Il rate ce face-à-face en bout de course. Il y a cette situation aussi où il donne le ballon un peu trop tardivement à Boudaoui sur une percée. Il y a ce tir aux 18-20 mètres où il se couche pas assez. Tu te dis, en fait, un match à la Evan Guessant, du génie, avec cette tête piquée, mais quand même de la frustration parce que tu te dis qu'avec un peu plus de réalisme et de finition, il peut terminer avec un triplé. Mais quel plaisir aussi de voir le joueur continuer sa progression et atteindre ce niveau-là. Bon, après, déjà, tu as dit, est-ce que c'est pas le meilleur? Ouais, je pense que c'est le meilleur, mais avec Bombito quand même. Hmm. Voilà. Un bon défenseur, un bon attaquant. Mais puis encore une fois, enfin, après, c'est mon avis, peut-être je me trompe, mais toutes les actions qu'il a, c'est lui qui se les crée souvent tout seul. Mais il fait des courses de fou. Vraiment, il fait des courses de 50 mètres à chaque fois. Et il arrive devant la cage, il est fatigué, il a plus de lucidité. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Surtout hier, le face-à-face, là où il vient s'empaler après sur le goal ou un truc comme ça. Et bah, à chaque fois, c'est ça, quoi. Il prend le ballon 60 mètres. En première mi-temps, il a fait que ça, franchement. Et puis après, c'est difficile dans le dernier geste parce que bah, il n'y a plus le jus nécessaire. Et puis voilà, hein. Est-ce qu'il n'y a pas l'attaquant aussi qui se déplace, un Hmm. autre attaquant qui se Est-ce déplace que c'est pas pour le justement battre? voilà, un manque de mouvement autour de lui? Bah, sûrement parce que Guessant, je pense qu'il a une bonne finition quand même. Enfin, même s'il rate beaucoup, il a une bonne finition. Ouais, je vois le petit geste de la tête là, mais c'est. Mais pour moi, il a une bonne finition. Voilà, la tête d'hier, ça le prouve. C'est un geste d'attaquant, ça, c'est pas de problème. Mais on sait que il est meilleur quand il donne la balle. Donc, il peut pas donner la balle s'il y a personne. Forcément, il tire et il rate et c'est sur lui qu'on tombe. Alors que hier, il y a quelques situations où il part tout seul, il y a personne. Il part du côté droit, il y a personne qui suit. C'est pas de sa faute pour le coup. Romain, ce match confirme encore le fait que Guessant n'est pas un pur numéro 9. C'est on va dire un joueur qui va venir déséquilibrer une défense, qui va venir percer avec ses courses, faire des différences, mais il a besoin d'espace pour vivre, il a besoin de partir de plus loin et surtout il a besoin d'être accompagné, chose qui a peut-être manqué hier lors du match.
Oui et non. Après, en première, oui, certes, il est tout seul. Quand il part, etc., à chaque fois, il y a personne qui le suit. Après, c'est dur de le suivre, hein, parce qu'il démarre, franchement, hein, il démarre vite. Et, et après, c'est des fois, enfin, demain, je suis son coéquipier. Au bout d'un moment, il y a deux ou trois monégasques sur lui. Il s'en sort et puis il arrive à déborder. Franchement, quand je suis son coéquipier, je m'attends pas à ce qu'il passe. Mais c'est vrai qu'il a cette qualité, et c'est clair, c'est indéniable. Là-dessus, il est monstrueux. Mais en fait, Guessant, aujourd'hui, c'est un attaquant allez, qui vaut 15-20 millions, et il lui manque peu de choses pour que ça soit un attaquant qui coûte 40. C'est le jour où il aura ce dernier geste, parce que, encore une fois, la lucidité dans la board, certes, il venait de rentrer, le piqué qu'il fait, bon, enfin bref. Mais combien de face à face Guessant il loupe? C'est pour ça que quand tu me dis que il a une bonne finition, moi je le trouve exécrable au niveau finition. Il met des buts que personne ne peut mettre, et par contre, des buts que la plupart peuvent mettre, il va pas les mettre. Et, et c'est ça en fait qui est frustrant avec lui. Et des fois, j'ai l'impression, et attention, ça engage que moi, qu'il joue un peu trop. Et attention, c'est pas méchant ce que je dis, hein, mais il joue un peu trop pour sa gueule des fois. Et quand on me dit que personne ne l'accompagne, en deuxième mi-temps, je suis désolé, il y a des décalages qu'il peut faire. Et même Hez, au bout d'un moment, il le dit en conférence, il dit Guessant fait un très bon match, mais il fera un excellent match ou il fera un match parfait le jour où il arrivera à mettre ce deuxième but ou quand il fera une passe décisive. Et hier, il a une ou deux situations, enfin, il a deux situations pour moi, deux ou trois même, de mettre et ce deuxième but et de faire une passe D. Donc certes, le mec, tu peux pas lui enlever. Il est sur tous les ballons, il court. Comme je le disais au début de l'émission, à la 80e, tu le voyais, il était mort, mais mort parce qu'il avait bien bossé, quoi. Voilà, il avait fait le taf, il avait fait le pressing, il a fait chier tous les Monégas. D'ailleurs, le nombre de fautes qu'il obtient, c'est incroyable. Donc oui, il fait chier les défenseurs, mais après, voilà, le jour où il arrive à régler ce petit truc, où il va pas être allez, attiré par le but, c'est un attaquant, c'est normal. Mais des fois, voilà, faut être un peu plus altruiste et donner le ballon, parce qu'une passe décisive aussi, c'est beau. Voilà. Moi, je sais que demain, il finit à deux passes D. Pour moi, c'est comme si il te fait gagner un match, quoi. Donc, le jour où il aura ce truc, cette lucidité de faire la passe au bon moment, voilà, ce sera vraiment un attaquant vraiment complet parce qu'il a tout pour être complet, ce joueur. Il est costaud, il est rapide, il est technique. Voilà, il lui manque juste un brin de finition, un brin de lucidité dans cette dernière passe. Et après, voilà. Et d'ailleurs, ce que je disais hier, tu vois, pourtant je l'ai défoncé, mon fils ici, mais un Mofi à côté de lui, vraiment, hein, j'aurais été curieux de le voir, hein. Parce que je pense que ça aurait pu quand même envoyer du lourd. Ouais, avec un Mofi beaucoup plus dans la profondeur qui va venir créer des espaces pour Guessant. Ben, c'est un peu ce qu'essaye de faire Hez avec Shaw, hein, un joueur très rapide qui Oui, va, oui, oui. euh, qui va être Mais sur tu sens certaines. que Ouais, tu sens que c'est pas naturel, ouais. Shaw. Enfin, tu sens que alors qu'il fait ses matchs, hein, attention, moi, Shaw, j'adore ce joueur. Mais tu sens que c'est pas naturel, tandis qu'un Mofi lui, sa qualité principale, c'est de prendre la profondeur, d'être attiré vers le but. Un Guessant, les espaces qu'il libère, ça aurait pu. Ça va, puisque Mofi va revenir un jour ou l'autre, il est pas mort. Mais je pense que sincèrement, ça aurait pu donner quelque chose de sympa dans ce genre de match, un peu où bah, il avait fait exprès de mettre un gros bloc défensif pour jouer justement des transitions rapides. Enfin, ça aurait été vraiment, vraiment quelque chose de sympa à voir. Et je me languis, tu vois, de voir cette association que je pensais retrouver avec une association avec Moukoko. Mais pour l'instant, très déçu de Moukoko. Voilà. Fabien, on va rester sur ligne d'attaque. Bon, on a parlé d'Evan Guessant.
Pas la même rengaine, hein, par contre, pour Jérémy Boga, qui est dans le creux de la vague, j'ai l'impression, sur les dernières semaines. Encore une fois, hein, on connaît sa qualité, on sait que c'est un joueur qui est très fort en un contre un, mais alors, pour le coup, que de mauvais choix faits hier, dans le dernier geste, dans la dernière passe. On n'a pas l'impression de voir un joueur, du moins de mon ressenti, en confiance. Il paraît assez passif aussi, pas d'émotion, pas de sourire, pas d'énervement, assez terne. Quel est ton ressenti par rapport à Boga? D'autant plus que là, tu commences à récupérer des munitions avec le retour progressivement de Diop. Tu as toujours un Boadani, tu as chaud, tu vas avoir la board. Voilà. Est-ce que pour toi, le problème est plus grave ou c'est passager, il va revenir à son meilleur niveau qu'on avait eu en fin de saison dernière? Non, après, Boga, enfin, je vais pas dire je le connais depuis grave longtemps, mais enfin, on a toujours connu un Boga, c'était un joueur voilà, irrégulier. Comme enfin, tout est lié, voilà, c'est pas un joueur moyen, mais tout est lié, voilà, percutant, voilà. Ça, c'est un joueur qui a besoin d'espace, qui a besoin d'être mis en condition. Et quand il est pas mis en condition, il va pas forcément chercher. C'est ça que je reproche à Boga, parce que je le trouve vachement. Oui, tu l'as dit passif, et je trouve pas qu'il. Même quand il perd le ballon, il se décourage. Enfin, c'est pas comme Guessant ou Shaw qui va. Tu vois, il va direct foncer sur l'adversaire qui lui récupère le ballon. Hmm. Moi, je trouve ça dommage. Je pense que. Il est surtout déçu de lui, et du coup, il n'arrive pas forcément à être content pour l'équipe. Parce qu'hier, franchement, je l'ai pas trouvé hyper joyeux, mais non, je pense que ça va passer. Bah, parce que moi, c'était saisissant. La sortie de Boga, la rentrée de Diop. Diop directement Ah oui. acteur, qui donnait des consignes aux coéquipiers, qui avait une certaine rage pour gagner ce match. Romain, est-ce que finalement on a un Boga qui est comme il est depuis qu'il est chez nous, auquel cas là on le voit un peu plus parce qu'il est moins bon, ou est-ce que pour toi il y aurait un problème un peu plus profond? Ah, c'est un mystère ce joueur. Parce que, putain, quand tu vois les qualités qu'il a quand même, parce que même s'il n'a pas été bon hier, sur deux, trois fois, il fait des différences. Je me dis, mais Mais ça sert à c'est quoi de faire des incroyable. différences autant Mais je sais, je et ne pas sais. Et réussir à faire un bon geste? À la limite, fais moins de différence ou alors sois un peu plus spontané. Sois un peu plus spontané. Ne cherche pas le un contre un, ne cherche pas à dépasser. Utilise aussi ta qualité de pied. Il a un très bon pied, une bonne qualité de centre. Utilise ta qualité de frappe aussi. À combien de fois on le voit armé à 25 mètres? Jamais. Et je trouve ah non, mais que c'est aussi. Je reproche la même chose à Boudaoui, des fois de trop toucher la balle. On attend quelque chose parce que tu te dis, bah, au plus il touche, au plus il a quelque chose derrière la tête, finalement rien. Et en deuxième mi-temps, alors conjugué à la condition physique des Monégasques, au fait qu'ils soient en infériorité numérique, mais on a vu un Boudaoui un peu plus spontané, un peu plus performant aussi. Et voilà. c'est après, Tonnerre Boga, c'est le. Là, cette année, il a plus de mal. Parce que l'année dernière, quand même, il faisait un match sur trois quatre. Et à chaque fois, il sortait ou un but ou une passe D quand même. Et là, cette année, c'est beaucoup plus compliqué au niveau des stats. Mais tu vois que c'est un joueur qui est en manque de confiance sur la première action qu'il a. Il ne doit pas contrôler et essayer de revenir sur son pied droit. Donc il enchaîne direct, parce qu'il a une occasion de but sur la première situation. Deuxième situation, le un contre un. Allez, tu peux la louper, ça arrive, mais en fait, c'est trop récurrent. Moi, l'année dernière, je le comparais à un Dembélé. Et Dembélé, le truc qu'il a, c'est qu'il a une finition de merde. Mais par contre, bah, il arrive toujours à te sortir une passe, deux passes. Et Boga, seulement là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il fait des différences, mais qui servent à rien. Ouais, ça nous fait lever de notre siège, mais après, au final, tu te rassois 2 secondes plus tard. Et c'est frustrant. C'est frustrant parce que attention, hein, toute proportion gardée, hein, parce que c'est pas le même niveau depuis le début de la saison. Mais tu vois, c'est ainsi.
j'en ai marre de mettre des si avec un Boga, avec un Guessant, parce que si on enlevait les si de ces deux joueurs, ce serait mais phénoménal. Donc, mais maintenant, voilà, faut voir. Faut voir. Moi, en tout cas, je crois toujours parce que c'est un joueur qui fait lever de ton siège et c'est beau à voir, mais je crois toujours à ce qu'ils se remettent à l'endroit et que ça fonctionne et que ça soit l'homme de la deuxième partie de saison. Même si on est loin de la deuxième partie de saison, mais voilà, que ça soit les deux autres tiers du championnat. Ouais, parce il s'est montré aussi décisif en fin de saison dernière et qui a permis aussi à l'OGC Nice d'accrocher l'Europe. Fabio, tu as parlé tout à l'heure quand j'ai dit que Guessant était le meilleur joueur de l'équipe, tu as parlé de Moïse Bombito. Alors, on va répéter ce qu'on dit semaine après semaine, mais en même temps, ça fait plaisir, hein. Mais quel joueur aussi qui est devenu en fait un titulaire indiscutable sur les derniers matchs, sur les dernières semaines et qui se montre incontournable. Et on l'a vu hier avec un client, hein, en la personne de Mbolo, un attaquant, une référence aussi du championnat et en Europe. Le duel Bombito-Mbolo valait quand même son pesant d'or. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance et du duel avec Mbolo, Fabio? Bah, alors déjà au début, Mbolo, je voyais. Mbolo, on le connaît, il est énorme. Le mec, il est vraiment imposant. Donc à chaque fois, il se met dos au but. Et on voyait, il y avait un duel, c'était côté gauche en, je sais plus quel mi-temps, mais c'était avec Bard, je crois. Il s'est enroulé autour de Bard, il est passé genre tranquille. Parce que le mec, franchement, et son physique, ça lui permet de faire des trucs de dingue. Mais par contre, avec un bon Bombito derrière, ça passait pas, ou très peu. Et globalement, on l'a pas trop tant vu. Il a été à l'affût, il a marqué son but, mais sinon, c'est une prestation assez terne de sa part. Romain, le duel Mbolo-Bombito, intéressant sur le papier. Et on voit un Bombito qui ouais, se montre incisif. Et voilà, cette connexion avec les supporters à la fin du match. Enfin, on sent que c'est un bon gars, qu'il est heureux d'être là. Et qui aussi qui sort des matchs références contre des adversaires coriaces. Il n'y a pas si longtemps que ça contre le Paris Saint-Germain, là contre Monaco. Euh, est-ce qu'on peut commencer à s'avancer en disant que c'est le digne successeur de Todibo ou c'est encore trop tôt? Ah, on peut le dire, parce qu'il met les chaussettes, de la même façon que lui. Donc, forcément, ça a un signe. Mais, non, non, le match, il a été très bon comme depuis le début et Embolo, ouais, il est passé que quand il avait pas Bombito derrière. Fabio, il a vachement bien maintenu et physiquement, il est présent, heu, techniquement aussi, voilà, il fait pas d'erreur, il est costaud sur l'homme. Franchement, moi, je pensais que c'était plus l'Égyptien qui allait, prendre la place de Todibo, mais au final, Bombito, il fait le taf et tu sais que quand ça part en profondeur, il est là. Tu ah, j'aime trop. Et puis même, tu sens le mec quand il parle et tout, tu sens le mec sympa qui est cool, voilà, qui prend les choses comme elles viennent et ça fait plaisir un peu cette fraîcheur. Canadien en plus, c'est classe et tout, voilà, il y a tout pour lui, quoi. Tu as parlé de Abdelmonem, Romain, Fabio, tu as pensé quoi du match? On sait que la communauté égyptienne sur Twitter est pas mal présente à suivre ces rencontres. En progression, j'ai l'impression, depuis Nantes. Bon, comme toute l'équipe, pas forcément à son avantage jeudi soir, mais pas le pire non plus. Comment est-ce que tu as trouvé son match hier soir? Bah écoute, voilà, au début, tout le monde était en difficulté, mais globalement bon. Voilà, il a été bon, pas de grosse cagade à part où il s'est bougé par Minamino. Alors ça, j'ai pas trop compris, parce que ça se voyait à 2000 que Minamino il allait partir. Mais j'ai pas compris pourquoi il l'a pas anticipé et pourquoi surtout il s'est fait bouger comme ça physiquement à la vitesse, alors que bon, c'est quand même une référence en Afrique. Enfin, j'ai pas vu 150 matchs de lui, mais à la CAN et tout ça, c'était quand même un mec, physiquement, tu le pousses pas. Et là, Minamino qui passe, franchement, ça m'a
Non, ça m'a frustré autant pour nous, parce qu'on prend le but, bon, qui est refusé, mais surtout pour lui, parce que il est là, il est censé se mettre en confiance. Et là, avec pas une erreur, mais une situation comme ça, ça peut rapidement gâcher la confiance. Mais après, en deuxième mi-temps et tout ça, il a été pas mal. Donc, non, c'était une très bonne, enfin, une bonne prestation en global. On va parler également d'un des héros de la soirée, un autre, il a été décisif. C'est Gaëtan Laborde, premier but de la saison, sur une erreur de la défense monégasque de Diatta, qui lui donne une passe D complètement. Qui n'est pas sans rappeler la passe D de l'année dernière, c'était qui? C'était contre Rennes, il me semble, Rennes. Mm. similaire sur le but de Théâtre, je Mofi. crois, un truc comme ça, non. Ouais. Sensiblement la même situation. Et là, Laborde qui se présente devant le portier monégasque, qui est comme un grand, qui va finir. Et j'aimerais quand même de petites minutes qu'on s'arrête sur la finition, qui est parfaite, hein, Romain. Techniquement, le petit lob, la petite feinte, t'as l'impression qu'il va déclencher. En fait, il termine avec une forme de louche un peu pied intérieur. Non, franchement, c'est propre. Ouais. Ouais, non, franchement, alors moi vraiment, hein, quand il a ralenti sa course et tout, je pensais qu'il allait décaler Boudaoui. Et, et ouais, sa finition, je sais pas s'il était bourré de la veille ou quoi, mais en tout cas, elle est superbe. C'est, c'est tout dans la gestuelle et tout, fluide. Voilà. Franchement, c'est du grand quand même. C'est quelque chose, parce que tu te présentes tout seul comme ça et tout, et tu as ralenti ta course, tu attends le dernier moment pour piquer ton ballon. Vraiment, il faut avoir cette lucidité. Après, tant mieux qu'il venait juste de rentrer, parce que je pense que s'il avait fait 60 minutes avant, comme on disait avec Guessant, peut-être que cette lucidité, il ne l'aurait pas eu. Mais vraiment, non, plaisir pour lui, parce que pour le bonhomme et tout, voilà, qui est revenu quand même, comme le disait, bien avant ce qui était prévu. Et voilà, bah, tu vois, ses efforts ils sont récompensés. Et je pense que même lui, ça va donner une belle alternative quand on aura Shaw ou lui ou Coco. Enfin voilà, ça fait des profils différents. Et c'est que du bon pour les matchs à venir et les grosses échéances qui nous attendent, quoi. Fabio, on l'a vu de retour la semaine passée à Nantes, plutôt intéressant, inspiré sur l'égalisation d'Evan Guessant à Nantes, et là décisif avec son premier but de la saison. Finalement, avec les contre-performances de Moukoko, il a sa place à jouer en tant que numéro 9. Comment est-ce que tu as jugé son entrée, et est-ce que tu peux un peu nous donner un peu ton ressenti sur son but? Bah, déjà, quand il est rentré, tout le stade et tout le monde s'est levé, tout le monde l'a applaudi. Déjà, j'ai senti beaucoup d'excitation autour de lui, alors que bah, c'est tout le contraire de ce qu'on voit sur différents réseaux où, enfin, globalement, c'est pas le mal aimé, mais il est pas bon, tout le monde dit ça. Bon, moi, je suis pas trop d'accord, mais voilà. Donc, il est rentré. J'ai bien aimé déjà comment il s'est mis au pressing direct, c'est du Laborde, mais surtout comment il dynamise ses coéquipiers, parce que peut-être on l'a pas trop vu, mais j'ai souvent vu des situations où quand la balle elle est arrêtée ou quoi, il est là. Après même comment je peux dire? Il a réveillé les supporters un peu avec ses gestes devant la Sud, il me semble. Donc et puis il est récompensé par un but. Donc globalement, retour parfait pour lui. On n'a pas abordé le cas de Bouka. Alors, je sais pas. Enfin, votre ressenti sur le but. Alors, on a parlé du positionnement de Barre, mais rapidement, moi j'ai l'impression. Alors, vous allez peut-être penser que je fais une fixette, hein, mais son positionnement sur le but encaissé, pour moi, il ferme pas la porte. Il ferme clairement Mais pas j'étais la sûr porte qu'il allait à. l'arrêter. Bah non, mais enfin, je sais pas si vous avez revu le but, mais Oui. il ferme pas la porte. C'est-à-dire qu'il est positionné quand on a le but en face de nous, un peu sur la droite, mais c'est évident que Mbolo la met là. Je sais pas, Romain, est-ce que tu as revu l'action? Est-ce que pour toi c'est pas une erreur? Je l'ai pas trouvé assez incisif sur sa sortie. Je l'ai pas trouvé assez
présent, assez concerné par ce face-à-face. J'ai pas senti un Boulka qui voulait faire l'arrêt décisif, quoi. J'ai senti un Boulka passif, alors à ce moment-là, comme approximativement toute l'équipe. Mais comment tu l'as ressenti, toi? Ouais, sur le but, j'ai revu. C'est vrai que son positionnement, il peut poser question, mais et après, c'est dur quand même. Il arrive quasiment un contre un. Il peut choisir l'angle fermé aussi. Euh, euh, il y a, ouais, il y a eu pire quand même, comme, comme situation à lui reprocher. Et après, je trouve que il fait les arrêts qu'il faut. Moi, le truc qui me gêne le plus, Il se c'est fait que, peur quand même hein, sur l'arrêt qui touche la barre, hein. oui, quand ça va. Ouais, mais ça va vite. Ça va vite. Certes, il se fait peur. Bon, on a la réussite, mais ça va vite. Mais après, moi, ce qui me dérange le plus, c'est son manque de présence sur corner, sur coup franc, dans sa surface. Voilà. Normalement, il doit arriver, il doit tout déménager. Il est ancré sur sa ligne. Voilà. Et ça, moi, ça me dérange un petit peu. Outre le fait du but encaissé, etc. Moi, c'est qu'il rassure pas la défense comme il devrait le faire et comme il a le physique pour le faire, quoi. Et ça me dérange un peu plus. Fabio, pour toi, est-ce que c'est comment dire des consignes parce qu'on s'est déjà posé la question sur Marcin Bulka ou est-ce que il y a voilà un petit manque de confiance, peut-être aussi des sujets liés à sa prolongation qui le gênent et qui annihilent un peu son niveau. Quel est ton ressenti ou est-ce que tout simplement on est trop dur avec Marcin Bulka et on s'attend à un même Marcin Bulka que l'année dernière? Trop dur, je pense pas, mais c'est juste qu'on a une vision de Bulka qui a été pas idéalisée, mais on a une vision de Bulka, le meilleur gardien, il n'y a rien à dire. Alors que, bon, l'année dernière, il a été énorme, il n'y a pas de problème, mais je trouvais pas qu'il avait forcément beaucoup de situations pour se montrer. Il faisait tout le temps les arrêts qu'il faut, mais il en faisait genre 2, 3 par match maximum. Et encore, c'était pas forcément souvent des arrêts vraiment très, comment dire, des arrêts très compliqués. Il y en avait un, souvent une situation où il faisait l'arrêt qu'il faut, pas de problème, super arrêt. Mais c'était ça toute la saison, à part quelques matchs, mais je me souviens plus trop. Mais voilà, globalement, il était tout le temps en réussite. Et là, depuis le début de saison, la réussite, elle est plus forcément là. Ça m'étonnerait que ce soit une consigne du coach qui lui dise de pas sortir de sa cage, parce que quand même, tout gardien est censé, un minimum, montrer qu'il est là, sa présence. Parce que là, sur les corners, honnêtement, bah, je veux pas dire que j'ai peur, mais j'anticipe l'éventualité que Boulka il sorte pas et qu'on prenne un but évitable. Alors qu'on a vu qu'effectivement, il n'y a pas si longtemps que ça, on souffrait de certains gardiens qui restaient les pieds ancrés sur la ligne. Messieurs, votre MVP de la rencontre, Fabio, c'est ta première dans l'émission. Je te laisse le loisir de nous dire qui pour toi eh bien, est le MVP de la rencontre avant que la fanzone nous donne son avis, bien sûr. Evan Guessant, voilà. C'est mon chouchou, c'est Evan Guessant. Hier, il a été partout. C'est le seul à avoir cru qu'on pouvait faire quelque chose quand on était dans le dur. Donc non, c'est Evan Guessant. En plus, il marque. Evan Guessant. Romain, allume ton micro, Romain. Sympa, ça aussi, quand ça le fait, ça. C'est incroyable. Normalement, je vais te le prendre, le deuxième, mais Abdi, Eh voilà. non, dommage, dommage, mais Ouais, j'ai une autre cartouche. dommage. Ouais, ouais. Mais une passe D, il a pris, euh, il a pris son couloir. Franchement, match propre. Pas en mi-temps en difficulté, mais voilà, il a été solide. Il est pas trop monté, parce qu'il n'y avait pas il y avait pas à monter, vu qu'on n'avait aucune présence dans les 30 derniers mètres Et bon monégasques. défensivement. Enfin, je veux dire, on nous a quand même pointé le Et joueur depuis le quand même début, avec hein. des carences, mais Oui. les qualités de tacle et tout, Mhm. d'anticipation, et puis il peut compenser. Des fois, peut-être un peu à défaut sur les duels, mais peut compenser. Franchement, il me surprend aussi dans ce registre-là. Ah ouais, ouais, mais totalement. Non, non, vraiment, très bon mec, dans la mentalité, dans l'esprit. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Eh bien, moi, Mohamed Ali Chaud.
pour la simple et bonne raison qu'il fait l'action du match, qu'on le veuille ou non, à savoir cette présence d'esprit, d'avoir pensé à ça. Et j'avoue que quand je dis que c'est un match épique qu'on aurait pu vivre au Ré, ben, c'est-à-dire qu'au Ré, à l'époque, bien sûr, il y a 15-20 ans, les équipes en face de nous étaient généralement au-dessus de nous. Hier, ça a été le cas, Monaco était au-dessus, mais on activait d'autres leviers possibles pour inverser la tendance. Et hier, Shaw eh bien, a eu ce vice, cette capacité. Et clairement, quand on rencontre, enfin, lorsqu'on arrive à remporter ce match, on sait que ce carton rouge a clairement changé la dynamique de cette rencontre. Donc par rapport à ça, et par rapport à son match, mais plus précisément cette action-là, chaud. Messieurs, un petit mot pour clôturer sur le match de la semaine prochaine. Samedi 2 novembre, 19h, match à Francis Leblay pour y affronter le Stade Brestois. Là aussi, un gros morceau avec normalement des retours de blessures. Tanguy Ndombele, Dante Youssouf, ça devrait revenir. A Los. priori, tu dis Los. Klos aussi, effectivement, je ne l'ai pas rajouté. L'année dernière, c'était 2-0-0 contre Brest. Pas de Coupe d'Europe en milieu de semaine. Fabio, comment tu vois ce match? Il va falloir qu'on continue, qu'on ait de la régularité. Je pense que c'est le maître mot et qu'on mette les mêmes ingrédients qu'on a mis dans cette deuxième mi-temps hier. Bah, écoute, moi, je l'imagine bien, comme d'hab, je suis optimiste, mais là, ce match-là, je l'imagine avec beaucoup d'envie, des belles actions aussi, parce que je pense qu'on va être au-dessus de Brest. Je pense que c'est nous qui allons dominer, parce que déjà, avec le plein de confiance qui a été fait, une petite mise au point sur les attitudes, les joueurs, ils vont avoir envie d'enchaîner, je pense, et le coach, il va appuyer sur ça. Et peut-être un petit coup de mou du Stade brestois qui, en ce moment, est dans une très belle période avec la Ligue des Champions et le championnat. Donc, je pense que ça va être un beau match, mais on va gagner quand même 2-0. Effectivement, si tu gagnes à Brest, en tout cas, tu fais déjà une superbe opération, Ouais, mais aussi tu gagnes contre un concurrent crédible qui eh bien, poursuit son épopée assez incroyable. Arriver à enchaîner des résultats en Europe et des résultats le week-end, c'est assez fou. Romain, tu le sens comment ce déplacement à Brest? Écoute, quand t'as un nom de stade aussi pourri que, t'as pas le droit de perdre là-bas. Terrible. On embrasse Non. bien sûr tous les Ouais, Brestois Francis. qui passent par Et ici, hein, Francis. et tous les Et Francis, bien sûr. Francis. Non. Non, non, non. Ça va être un beau match. Mais cette équipe, elle m'impressionne parce que, putain, sur le papier, elle me fait pas rêver. Mais force est de constater que gros respect à eux dans le parcours qu'ils font, et en championnat et en Ligue des Champions. Mais et là, non, avec le retour de. S'il y a réellement des gros retours de blessures, euh, je nous vois quand même supérieurs et faire une grosse presta là-bas. Encore une fois, hein, tout va se jouer dans la façon de finir nos actions et d'être un peu plus tueur. Voilà. Si on arrive à être tueur, je pense que ça devrait le faire. C'est tout ce qu'on souhaite à l'OGC Nice. Un grand merci, messieurs, pour cette émission, pour votre disponibilité. Fabio, félicitations pour cette première. Ce maillot third que vous voyez à merci. l'écran, il est incroyable. Merci à toi. Et bien, nous, on se retrouvera pour débriefer ce match la semaine prochaine contre le Stade Brestois. Prenez Merci à soin de toi, vous. Francis. Bien sûr, on embrasse tous les Francis. Prenez soin de Le vous. blé. Passez une bonne semaine. La Baïeta et Issa Nissa. Ciao, ciao. Allez, ciao.